Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger la série de TD numéro 1. Donc avant de corriger cette série de TD, je vous recommande de lire ou de regarder la vidéo sur le chapitre 1, Introduction aux bases de données, et de voir les slides et de comprendre la différence entre les fichiers et les bases de données. Donc dans cette série de TD, il est question de confronter deux approches, l'approche fichier et l'approche base de données. Donc on va confronter ces deux approches à travers plusieurs questions. Donc, dans un ordinateur de la bibliothèque, on désire stocker dans le disque dur les informations concernant les livres et leurs auteurs. Pour cela, deux approches ont été proposées. La première approche que vous voyez dans la figure 1 consiste à utiliser un fichier texte appelé livre.txt dans lequel chaque enregistrement, ou chaque ligne si vous voulez, contient l'ISBN du livre, donc ça, son titre, donc ça, le nom de son auteur, voilà, et sa nationalité, que vous voyez ici. La deuxième approche, que vous voyez dans la figure 2, consiste à utiliser une base de données contenant deux tables, une table qui s'appelle livre et une table qui s'appelle auteur. La table livre possède trois champs. Donc, comme vous le voyez ici, la table livre possède le champ ISBN, le champ titre et le champ ID auteur. Et la table auteur possède également trois champs, l'identifiant de l'auteur, son nom et sa nationalité. Donc vous pouvez voir que ces deux approches contiennent exactement les mêmes informations. Donc on a quatre livres qui sont là, et on a trois auteurs, Vincent Granet, Frédéric Deléchamps et Henri Logier, que vous avez ici. Donc la première partie des questions concerne le fichier livre.txt. Donc la question 1 nous dit quelle est la taille des champs ISBN, titre, auteur et nationalité. Donc pour connaître la taille d'un champ, il faut voir combien de caractères ont été alloués à ce champ. Donc en regardant le fichier livre.txt, donc la taille du champ ISBN, donc il suffit de compter le nombre de caractères qui ont été alloués. Donc là on en a 10. Donc au total on a 13 caractères pour le champ ISBN. Donc je vais le noter quelque part pour ne pas l'oublier. Ensuite, la taille du champ titre. Donc il suffit de compter le nombre de caractères qui se trouve ici. Donc là on a 5 caractères. Ensuite 10, 15, 20, 25, 30. Donc on a 34 caractères pour le champ titre. Donc pour le champ nom de l'auteur, donc là on a 5 caractères, 10, et ça fait 15. Enfin pour la nationalité de l'auteur, donc on a 9 caractères. Donc pour répondre à cette question, la taille du champ ISBN est égale à 13, la taille du champ titre est égale à 34, la taille du champ auteur est égale à 15, et la taille du champ nationalité est égale à 9. Question B. Quelle est la taille de chaque enregistrement? Maintenant, quand on connaît la taille de chaque champ, on peut calculer la taille de tout l'enregistrement. Donc, qui est égale tout simplement à la somme des tailles de chaque champ. Donc, c'est ce qui nous fait 13 caractères pour l'ISBN, 34 caractères pour le titre, 15 caractères pour le nom de l'auteur et 9 caractères pour la nationalité, et ça nous fait 71 caractères. Question C. Que peut-on remarquer concernant le champ titre de l'enregistrement numéro 2 et le champ auteur de l'enregistrement numéro 3? Donc nous allons regarder ensemble le fichier livre.txt et nous allons poser notre regard sur le champ titre de la deuxième ligne et le champ auteur de la troisième ligne. Et on va voir ce que l'on va observer. Donc le champ titre de la deuxième ligne, il est là, et le champ auteur de la troisième ligne, il est là. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que ce titre-là a été tronqué. Donc le titre exact, on peut le trouver dans la deuxième approche, c'est le livre Algorithmes et programmation en Java. Donc là, le titre de ce livre a dépassé les 34 caractères qu'on a alloués,
C'est pour cela qu'on l'a tronqué. Et c'est exactement la même chose pour cet auteur, Frédéric Deléchamps. Donc son vrai nom c'est Frédéric Deléchamps. Et puisque son nom dépasse, ou la taille de son nom dépasse les 15 caractères, donc on a éliminé les caractères qui débordent et on n'en a gardé que les 15 premiers. Donc pour répondre à la question C, on peut dire ce qu'on peut remarquer concernant le champ titre de l'enregistrement numéro 2 et le champ auteur de l'enregistrement numéro 3, c'est que la valeur de ces deux champs a été tronquée. Question D. Donc si on supprime les deux premiers enregistrements, y aura-t-il une perte supplémentaire d'informations? Si oui, laquelle? Donc regardons le fichier libre.txt. Là, on nous dit si on supprime ces deux premières lignes. Donc on veut supprimer ces deux livres. Est-ce qu'il y aura une information supplémentaire qui va être supprimée? Donc là, vous remarquez que ces deux livres sont écrits par l'auteur Vincent Granet et Vincent Granet n'a pas d'autres livres dans le fichier. Donc si on supprime ces deux livres, on va perdre toutes les informations sur cet auteur. Donc cet auteur n'existera plus dans notre fichier. Donc son nom et sa nationalité, on va les perdre à tout jamais. Donc c'est ça les deux informations ou l'information supplémentaire qu'on va perdre. Donc, pour répondre à cette question, oui, si on supprime les deux premiers enregistrements, il y aura une perte supplémentaire d'informations, laquelle c'est le nom et la nationalité de l'auteur Vincent Granet. Question E. Si on supprime l'enregistrement numéro 2, c'est-à-dire la deuxième ligne, que peut-on remarquer concernant les données du champ titre des enregistrements restants? Donc regardons le livre, plutôt le fichier livre.txt. On nous dit si on supprime cette deuxième ligne, que peut-on remarquer concernant le titre de toutes les lignes restantes? Donc imaginez ce fichier sans cette deuxième ligne. Donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'espace de remplissage pour atteindre les 34 caractères. Donc là, au lieu d'avoir une troncature de données comme c'est le cas dans la deuxième ligne, donc si on supprime cette deuxième ligne, on aura sur le champ titre de toutes les lignes restantes un gaspillage d'espace mémoire. Parce qu'on a alloué 34 caractères pour le titre et là, ça ne dépasse même pas la moitié de ces 34 caractères. Donc là, pour répondre à cette question, lorsqu'on supprime l'enregistrement numéro 2, on remarque que les données du champ titre des enregistrements restants provoquent un gaspillage d'espace mémoire. Donc question F, y a-t-il une redondance de données? Une redondance de données, je rappelle que c'est une répétition de données. Donc c'est une répétition de la même valeur à plusieurs endroits différents. Donc, y a-t-il une redondance de données au niveau des deux premiers enregistrements? Si oui, au niveau de quel champ se trouve cette redondance? Donc, regardons les deux premiers enregistrements du fichier. Donc, vous l'avez sûrement remarqué tout à l'heure, ces deux livres sont écrits par le même auteur, c'est-à-dire l'auteur Vincent Granet de nationalité belge. Oui, dans ces deux lignes, il y a une redondance de données. Elle est là. Donc, cet auteur-là, son nom, son prénom et sa nationalité sont répétés deux fois, alors que c'est la même valeur. Donc, pour répondre à cette question, oui, il y a une redondance de données au niveau des deux premiers enregistrements. Cette redondance se trouve au niveau du champ nom et nationalité de l'auteur. Question G. Est-il possible d'ouvrir le fichier avec un éditeur, par exemple le bloc-notes, et d'y ajouter les enregistrements suivants? Donc là, on nous dit, si on ouvre ce fichier et qu'on écrive ces deux lignes, est-ce que on va pas perdre la cohérence du fichier? Est-ce que le fichier sera à nouveau utilisable? Donc, ce qu'il faut observer ici, ou ce qu'il faut vérifier, c'est que est-ce que les tailles des champs ont été respectées? Donc, regardons cela. Donc, on doit vérifier pour chaque champ, est-ce qu'il respecte la taille allouée au préalable? Souvenez-vous, pour le champ ISBN, on a alloué 13 caractères. Donc là, on a 5 caractères.
10 caractères, 13 caractères. Donc là, il n'y a pas de problème. Regardons maintenant le champ titre dont la taille est de 34 caractères. Donc là, on a 5 caractères, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Et donc là, ça s'arrête ici. Donc je dois refaire. Donc là, on a 5 caractères, 10, 15, 20, 25, 30 et 34. Donc là, on a respecté la taille du champ titre. Maintenant, pour le champ hauteur, qui est de 15, qui est de taille 15, donc là, on va vérifier si on a respecté cette taille. Donc, on a 5 caractères, 20 caractères, et plutôt 10 caractères. Donc, je refais. Donc, on a 5 caractères, 10 et 15. Donc là, c'est correct. Et pour la nationalité de l'auteur, souvenez-vous, la taille de ce champ est de 9 caractères. Donc là, on a 5 caractères et 4 caractères, donc ça fait 9 caractères, donc c'est correct. Donc on peut dire que la première ligne, elle respecte parfaitement la structure du fichier. Donc on peut utiliser la première ligne comme une référence pour voir si la deuxième ligne respecte la structure du fichier ou pas. Donc regardez la deuxième ligne, normalement le titre doit commencer à partir de ce caractère, mais là, ce n'est pas le cas. Donc une partie du titre a débordé sur le champ ISBN. Donc si on regarde aussi le nom de l'auteur, donc souvenez-vous, le nom de l'auteur s'arrête ici. Donc pour le nom de l'auteur, apparemment c'est correct. Pour la nationalité aussi, c'est correct, mais il y a un petit souci, ce petit espace qui est placé avant la nationalité. Donc normalement, il devrait être après la nationalité. Maintenant, la question qui se pose, indépendamment de la cohérence des données ou de l'intégrité des données, nous, ce qu'on nous demande, est-ce qu'il est possible d'ouvrir le fichier et de le modifier avec n'importe quel éditeur? Donc là, c'est tout à fait possible de faire ça. Même si on introduit des erreurs, c'est tout à fait possible d'ouvrir ce fichier avec un éditeur et d'introduire n'importe quelle suite de caractères. Donc c'est les questions suivantes qui vont poser le problème de la cohérence. Donc question H. Quelle incohérence est provoquée par l'insertion de l'enregistrement numéro 5? Donc je reviens au fichier. Donc la question H. Quelle incohérence est provoquée par l'insertion de l'enregistrement numéro 5? Donc dans cette question, regardez comment est posée cette question. Elle ne vous dit pas est-ce qu'il y a une incohérence qui est provoquée par l'insertion de l'enregistrement numéro 5. Elle vous dit quelle incohérence est provoquée par cette insertion. Donc elle existe cette cohérence, vous devez la chercher. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a vu que cet enregistrement respecte tout à fait la structure du fichier. Donc il y a quelque part dans les valeurs de chaque champ, il y a quelque part dans les valeurs des champs une erreur qu'on n'a pas observée. Donc prenons cette ligne-là, donc je vais ouvrir un fichier texte et je vais faire cette insertion. Donc je vais prendre le contenu du fichier, donc voilà. Donc c'est pas grave s'il y a des décalages, donc je vais prendre cette ligne-là et je l'ajoute dans le fichier. Ce qu'on remarque, c'est ça, c'est un ISBN qui est exactement le même, alors que ce sont deux livres différents. Donc regardez bien, là c'est le livre Java et NetBeans, là c'est le livre Apprendre à programmer en Python. Normalement, deux livres différents devraient avoir deux ISBN différents, mais ce n'est pas le cas ici.
Donc, l'incohérence provoquée par l'insertion de l'enregistrement numéro 5, c'est la présence de deux livres différents qui ont le même ISBN. Question I. Quelle incohérence est provoquée par l'insertion de l'enregistrement numéro 6? Donc, tout à l'heure, on a tout de suite remarqué, l'incohérence, c'est tout simplement le fait de ne pas avoir respecté la structure de chaque champ. Donc là, on a un champ ISBN qui contient des lettres. Or, l'ISBN doit contenir que des chiffres. Donc là, pour l'enregistrement numéro 5, numéro 6, donc cette question-là, donc on n'a pas respecté la structure du fichier ou la structure des champs des enregistrements du fichier. Question J. Si l'auteur Vincent Granet change de nationalité, combien d'enregistrements doivent être mis à jour pour refléter ce changement? Donc revenons à notre fichier et cherchons l'auteur Vincent Granet. Donc il est là Vincent Granet, donc on nous dit s'il change de nationalité, c'est-à-dire il ne devient plus belge. Combien de mises à jour nous devons faire pour refléter ce changement? Donc eh bien pour changer de nationalité, pour changer la nationalité de cet auteur, il va falloir mettre à jour cette valeur et cette valeur. Et si Vincent Granet avait 10 000 autres livres, il faut changer la nationalité dans les 10 000 autres enregistrements correspondant aux livres écrits par Vincent Granet. Donc pour cet exemple-là, on nous dit combien, donc la question exacte c'est combien d'enregistrements doivent être mis à jour pour refléter ce changement. Pour répondre à cette question, le nombre d'enregistrements qui doivent être mis à jour est égal à 2. Ou bien, pour répondre de manière générale, le nombre d'enregistrements qui doivent être mis à jour est égal au nombre de livres écrits par cet auteur. Donc voilà pour la question J. Donc on a terminé la première partie des questions qui concerne la figure 1 et qui concerne le fichier livre.txt. Donc dans la deuxième partie des questions, on va se concentrer sur la figure 2. Donc la figure 2 qui illustre l'approche base de données avec les mêmes valeurs que le fichier. Donc on a toujours nos 4 livres et nos 3 auteurs, décomposés sous la forme de 2 tables, une table livre et une table auteur. Donc première question, la question A, déterminer ce qu'indique chaque flèche dans la figure. Donc revenons à notre figure. Donc là c'est des questions de cours. Donc ces flèches-là, elles indiquent les tuples. Donc on a dit que dans les bases de données, on ne parle pas d'enregistrement, mais de tuples. Donc tout ce qui est souligné, on dit que c'est une clé primaire. Donc chaque champ dans le vocabulaire des bases de données, on l'appelle attribut. Et chaque champ a un type, par exemple entier, texte et entier. Donc cette colonne-là, précédée par le symbole dièse, on l'appelle clé étrangère. Donc on va voir dans les chapitres suivants ce qu'est une clé étrangère. Donc cette ligne-là qui ne contient que les noms et les types des attributs, on l'appelle l'entête. Et je crois que c'est tout. Donc on a indiqué tout ce que les flèches indiquent dans cette figure. Donc question B, y a-t-il une redondance de données au niveau des 2 premiers tuples de la table livre? Si oui, est-elle aussi grave que celle de la question 1F? Donc on va regarder la table livre, on va regarder les 2 premiers tuples. Donc on voit qu'il y a une redondance ici. Parce que souvenez-vous, ces 2 livres ont été écrits par le même auteur. Donc là on dit que ils ont été écrits par l'auteur 1. Et l'auteur 1, c'est Vincent Granet. Donc, pour répondre à la question, c'est oui, il y a une redondance au niveau des 2 premiers tuples de la table livre. Elle se trouve au niveau de l'attribut idée-auteur. Mais on nous dit dans la suite de la question, si oui, est-elle aussi grave que celle de la question 1F? Donc, souvenez-vous de la question 1F.
Dans la question 1F, on nous disait dans le fichier livre.txt, est-ce qu'il y a une redondance au niveau des deux premiers enregistrements? Donc on a vu qu'il y avait une redondance, on a répété le nom, le prénom et la nationalité de l'auteur deux fois, parce qu'il a écrit deux livres. Et s'il avait écrit 10 000 livres, on aurait répété ces informations, nom, prénom et nationalité, autant de fois qu'il a écrit de livres. Mais là, la question qui se pose, c'est est-ce que répéter un plusieurs fois est plus grave, est aussi grave que répéter le nom, le prénom et la nationalité plusieurs fois? La réponse est très simple, c'est non. Donc, cette redondance n'est pas aussi grave que celle de la question 1F. Donc, question C, si on supprime les deux premiers tuples de la table livre, y aura-t-il une perte supplémentaire d'informations? Si oui, laquelle? Donc, cette question ressemble à celle de tout à l'heure, qui nous disait si on supprime les deux premières lignes, est-ce qu'il y aura une perte d'informations? Donc, on a répondu oui à la question parce que on va perdre les informations sur l'auteur Vincent Granet. Donc, on va perdre son nom, son prénom et sa nationalité. Regardons si c'est le cas dans les bases de données. Donc, si on supprime les deux premiers tuples de la table livre, est-ce qu'il y aura une perte supplémentaire d'informations? Donc, dans l'approche base de données, il n'y aura pas de perte supplémentaire d'informations. Donc, imaginez cette table sans ces deux livres-là. Donc, l'auteur Vincent Granet existera toujours dans la table auteur. Donc, la réponse à la question C, c'est non. Il n'y a pas une perte supplémentaire d'informations. Question D. Peut-on supprimer le premier tuple de la table auteur? Sinon, que faut-il faire au préalable? Donc revenons à notre base de données, regardons la table auteur, on nous dit est-ce qu'on peut supprimer le premier tuple? Donc ici, si on supprime le premier tuple, c'est-à-dire le tuple correspondant à l'auteur ayant un ID égal à 1, donc ça va créer une incohérence dans la table livre. Donc il y aura des livres qui ont un auteur égal à 1, alors que l'auteur 1 n'existe pas ici. Donc dans l'approche base de données, vous devez savoir que le mécanisme de clé étrangère empêche d'avoir des données incohérentes. Donc cette suppression sera interdite. On ne pourra pas supprimer ce tuple-là. Par contre, si on veut le supprimer, il faut d'abord supprimer tous les tuples qui le référencent. C'est-à-dire, pour supprimer l'auteur Vincent Granet, il va falloir supprimer tous ses livres avant. Donc une fois qu'on a supprimé tous ces livres, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de valeur 1 dans cette colonne, là on pourra supprimer cet auteur. Donc pour répondre à cette question, peut-on supprimer le premier tuple de la table auteur? Non, on ne peut pas supprimer le premier tuple de la table auteur. Donc sinon, que faut-il faire au préalable? Pour supprimer le premier tuple de la table auteur, il faut au préalable supprimer tous les tuples correspondant au livre écrit par cet auteur. Question E. Est-il possible d'ajouter les tuples suivants dans la table auteur? Sinon, pourquoi? Donc, pour le premier tuple, donc on a la valeur 60 pour l'idée, James Gosling pour le nom, américaine pour la nationalité. Donc regardons, est-ce que cet ajout va provoquer une incohérence? Donc on va ajouter 60, James Gosling et américaine. Donc apparemment, il n'y a aucun problème. Le type de données est respecté pour l'identifiant, pour le nom, pour la nationalité. Donc pour ce tuple-là, il n'y a pas de problème. Pour ce tuple. Deuxième tuple, 4, Gérard Swinen, française. Donc regardons si l'ajout de ce tuple va provoquer un problème. Donc 4, Gérard Swinen, française. Donc là, apparemment, il n'y a aucun problème lorsqu'on veut ajouter ce tuple-là. Ensuite, pour le troisième tuple, 1, Claude Delanoë, française. Donc, regardons si cet ajout va provoquer un problème. Donc, 1, Claude Delanoë, française. Donc, pour les types de données, il n'y a pas de problème, mais pour le 1 qui est là, sachant que cette colonne est une clé primaire,
on ne peut pas répéter des valeurs dans une clé primaire. Une clé primaire, ces valeurs doivent être uniques pour chaque tuple. Donc pour le troisième tuple, il est impossible de l'ajouter car il viole la contrainte de clé primaire. Donc il a la valeur 1 pour l'identifiant alors qu'il existe déjà un tuple qui a cette valeur. Donc question F, est-il possible d'ajouter les tuples suivants dans la table livre? Sinon, pourquoi? Donc regardons chacun de ces tuples, on va vérifier le type de données d'abord, ensuite on va vérifier les contraintes de clé primaire ou de clé étrangère. Donc le premier tuple, il est là. Donc ajoutons ce tuple-là à cette table. Donc pour le premier champ, il n'y a pas de problème, c'est un ISBN composé que de chiffres. Pour le deuxième champ, c'est un titre composé que de texte. Et pour le troisième champ, c'est un entier qui indique l'auteur qui a écrit ce livre. Donc apparemment pour le premier tuple, il n'y a aucun problème. Donc pour le deuxième tuple, donc là, c'est un ISBN, là, c'est un titre, et là, c'est le nom d'un auteur. Donc pour l'ISBN, il respecte le type de données de la colonne ISBN. Il faut juste vérifier que cet ISBN n'existe pas déjà dans la table. Donc un ISBN qui se termine par 66. Donc regardons ça. Donc apparemment il n'existe pas. Donc pour l'ISBN il n'y a pas de problème. Regardons le titre. Donc le titre est composé de texte, il n'y a pas de problème. Par contre, pour la troisième colonne, donc là, dans cette colonne, on attend un entier, alors que dans ce tuple, il y a du texte. Donc là, ça sera impossible d'ajouter ce tuple-là. Pourquoi? Parce que la valeur du champ ID auteur doit être entier, doit être de type entier, alors que là, on a du texte. Pour le troisième tuple, donc même vérification, on va voir est-ce que le type de données est correct. Donc apparemment, il est correct. On va voir est-ce que l'ISBN existe déjà. Donc regardons s'il y a un ISBN qui se termine par 49. Donc il n'y en a pas, donc il n'y a pas de problème pour l'ISBN et pour la contrainte de clé primaire. Le titre c'est du texte, il n'y a pas de problème. Et là, on a un ID auteur égal à 5. Donc là, on doit vérifier est-ce qu'il existe un auteur dont l'ID est égal à 5 dans la table auteur. Donc imaginez qu'on a ajouté le tuple ici avec un auteur avec un ID auteur égal à 5, mais si on observe la table auteur, il n'y a pas d'auteur ayant un identifiant égal à 5. Donc cet ajout ou l'ajout de ce troisième tuple va provoquer une erreur, car l'auteur dont l'ID est égal à 5 n'existe pas. Question G. Si l'auteur Vincent Granet change de nationalité, combien de tuples doivent être mis à jour pour refléter ce changement? Donc revenons à notre base de données, cherchons l'auteur Vincent Granet et essayons de changer sa nationalité et regardons combien de tuples on doit mettre à jour pour faire ce changement. Donc souvenez-vous, lorsqu'on a fait ce changement dans les fichiers, on était dans l'obligation de faire la mise à jour de la nationalité autant de fois que l'auteur a écrit le livre. Vous allez voir que ce n'est pas le cas dans les bases de données. Donc puisque l'auteur Vincent Granet n'existe qu'une seule fois dans la table auteur, donc il n'y a pas de redondance de Vincent Granet, donc s'il change de nationalité, on devra faire ce changement ou cette mise à jour qu'à un seul endroit ou qu'à un seul tuple, donc en l'occurrence ici. Donc voilà, on a terminé les questions qui concernent la figure numéro 2, c'est-à-dire l'approche base de données. Maintenant on va s'attaquer à la question 3 qui va en quelque sorte récapituler ou résumer toutes les différences qu'on a pu relever entre les fichiers et les bases de données. Donc, en vous basant sur les réponses des questions précédentes, remplir le tableau de comparaison suivant. Donc, dans cette première colonne, on a les fichiers et dans cette deuxième colonne, on a les bases de données. Donc, on doit répondre parfois par oui ou non et d'autres fois par grave, négligeable, etc. Donc, première question. Est-ce qu'il existe une intégrité de clé primaire dans les fichiers et est-ce qu'il existe une intégrité de clé primaire dans les bases de données? L'intégrité de clé primaire veut dire tout simplement est-ce qu'il y a une colonne
pour laquelle on oblige l'utilisateur à mettre des valeurs uniques pour chaque enregistrement ou chaque tuple. On a vu dans les fichiers que il n'y a pas de mécanisme qui empêche l'utilisateur d'insérer ce qu'il veut dans le fichier. Il suffit qu'il ouvre le fichier avec un éditeur et il peut mettre ce qu'il veut. Donc il peut violer l'intégrité de clé primaire. Donc dans les fichiers, il n'y a pas d'intégrité de clé primaire. On doit répondre non ici. Par contre, dans les bases de données, on a vu qu'on ne peut pas ajouter un tuple dont la valeur de la clé primaire existe déjà. Donc on l'a vu avec ce tuple-là. On ne pouvait pas ajouter le tuple 1 Claude Delanoë française dans cette table. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà un auteur qui a un ID égal à 1. Donc dans les bases de données, oui, il y a une intégrité de clé primaire. Donc deuxième critère, intégrité référentielle, ou bien on l'appelle aussi intégrité de clé étrangère. Donc là, ce qu'on veut vérifier, c'est est-ce que on peut ajouter des choses qui référencent d'autres tables et qui doivent exister dans d'autres tables. Est-ce que dans les deux approches, est-ce que cela est vérifié? On a vu que dans les fichiers, n'importe qui peut ouvrir le fichier et y mettre ce qu'il veut. En plus de ça, dans les fichiers, il n'y a pas de séparation entre les tables, tout est mis au même endroit, donc il n'y a même pas de clé étrangère dans les fichiers. Donc la question ne se pose même pas dans les fichiers, donc on répond non. Par contre, dans les bases de données, on a vu qu'il y a une intégrité de clé étrangère. On a vu que cette colonne-là, c'est une clé étrangère qui référence cette colonne-là. Donc toutes les valeurs qu'on trouve ici doivent provenir d'ici. On ne peut pas mettre une valeur ici, par exemple 5, qui n'existe pas ici. Donc il y a une intégrité de clé étrangère dans les bases de données. Donc on répond oui. Est-ce qu'il y a une intégrité de domaine dans les fichiers? Est-ce qu'il y a une intégrité de domaine dans les bases de données? Donc lorsqu'on parle de domaine, ça signifie tout simplement le type de données. C'est-à-dire, est-ce que si un champ est de type comme l'ISBN par exemple, il ne doit comporter que des chiffres, est-ce que dans un fichier, on peut obliger l'utilisateur à ne mettre que des chiffres dans ce champ? On a vu que non. N'importe qui peut ouvrir le fichier avec un éditeur de texte et mettre ce qu'il veut dans le champ ISBN. Par contre, dans une approche base de données, lorsqu'on définit une colonne comme entier ou de type entier, on ne peut mettre que des entiers dans cette colonne. On ne peut pas mettre du texte. Donc il y a une intégrité de type ou une intégrité de domaine dans les bases de données. Donc quatrième critère, gaspillage d'espace mémoire. Est-ce qu'il y a un gaspillage d'espace mémoire dans les fichiers? Est-ce qu'il y a un gaspillage d'espace mémoire dans les bases de données? Donc il est clair que dans les fichiers, il y a un gaspillage d'espace mémoire. Donc on a vu que lorsque la valeur d'un champ est beaucoup plus petite que le nombre de caractères qu'on a alloué, on doit remplir le reste avec des espaces, et ça c'est du gaspillage. Par contre, dans les bases de données, on n'a pas à remplir avec des espaces, on ne met que les valeurs de chaque champ, sans se soucier de la taille du champ, on ne se soucie que du type du champ. Donc il n'y a pas de gaspillage d'espace mémoire dans les bases de données. Est-ce qu'il y a une redondance de données dans les fichiers? Est-ce qu'il y a une redondance de données dans les bases de données? Donc là, la réponse, on doit répondre par grave ou négligeable. Donc on a vu qu'il y a une redondance de données dans les fichiers, et elle est grave. Pourquoi elle est grave? Parce que si on revient à l'exemple de tout à l'heure, donc si Vincent Granet, de nationalité belge, écrit 10 000 livres, on doit répéter son nom, son prénom et sa nationalité 10 000 fois. Par contre, dans l'approche base de données, si l'auteur Vincent Granet, de nationalité belge, écrit 10 000 livres, donc là on va mettre ces 10 000 livres, et dans la dernière colonne de ces 10 000 livres, on va mettre tout simplement 1. Donc on va répéter le chiffre 1. Donc là, il y a une petite redondance, mais elle est négligeable. L'important, c'est que le nom de l'auteur, son prénom et sa nationalité ne sont présents qu'une seule fois dans la base de données. Donc pour répondre à cette question,
à cette question. Donc la redondance dans les fichiers, elle est grave, dans les bases de données, elle est négligeable. Donc est-ce qu'il y a une perte d'informations supplémentaire lors des suppressions? Donc on a vu que dans les fichiers, il y a une perte d'informations supplémentaire. Lorsqu'on a supprimé les deux premiers enregistrements du fichier livre.txt, on a perdu toutes les informations sur l'auteur Vincent Granet. Par contre, lorsqu'on a supprimé les deux premiers tuples de la table livre, on n'a pas perdu les informations sur l'auteur Vincent Granet dans l'approche base de données. Maintenant, pour le critère nom des champs, est-ce que dans le fichier de tout à l'heure, est-ce que on nous a indiqué que les 13 premiers caractères c'est l'ISBN, les 34 caractères suivants c'est le titre, les 15 caractères suivants c'est le nom de l'auteur et les 9 caractères suivants c'est la nationalité? Non, personne ne nous a dit ça. Donc il n'y a pas de nom des champs dans les fichiers. Donc les noms des champs, c'est à nous de les découvrir ou bien c'est au programme qui manipule le fichier de les gérer. Par contre, dans les bases de données, une table doit avoir des colonnes bien nommées, bien typées. Donc, pour répondre à cette question, les noms des champs sont absents dans les fichiers et présents dans les bases de données. Maintenant, pour la taille des champs, on a vu que dans les fichiers, la taille des champs est fixée au préalable. Donc, on doit la respecter dans chaque enregistrement. La respecter dans le sens, si la valeur qu'on veut ajouter est supérieure à la taille qu'on a fixée, on doit tronquer. Et si la valeur qu'on doit ajouter est beaucoup plus inférieure à la taille qu'on a allouée, on doit gaspiller avec des espaces ou remplir avec des espaces. Par contre, dans les bases de données, la taille des champs dépend tout simplement du type des données. Donc, si on définit une colonne de type entier, la taille de ce champ sera un entier et on peut mettre des entiers. Maintenant, ça dépend de la machine. Certaines machines considèrent des entiers comme 2 octets, d'autres machines considèrent les entiers comme 4 octets. Donc cela dépend de la machine, mais on peut dire que dans les bases de données, la taille des champs dépend du type des données. Maintenant, dernier critère, les types de données. Est-ce qu'ils sont homogènes ou bien hétérogènes? Donc homogène, ça veut dire on a à peu près le même type pour toutes les données. Hétérogène, ça veut dire on a plusieurs types différents qu'on peut utiliser. Donc on a vu que dans les fichiers, tout est caractère, donc c'est homogène, et que dans les bases de données, certaines colonnes peuvent être des entiers, d'autres colonnes peuvent être du texte, etc. Donc là, on a une gestion de type hétérogène. Quatrième question. Donc la manipulation des données implique la lecture et leur lecture et leur modification. Dans le vocabulaire des bases de données, ces deux opérations sont appelées respectivement, donc là on l'a vu dans le cours, dans la vidéo du chapitre 1, lorsqu'on manipule les données, on peut faire soit une lecture, soit une modification. Dans le vocabulaire des bases de données, on a appelé la lecture, on l'a appelé les requêtes. Et les modifications, on les a appelées les mises à jour. Question 5. Donc là, on va donner des exemples de requêtes sur la base de données de la figure 2. De requêtes, c'est-à-dire on va donner des exemples de lecture sur la base de données de la figure 2. Lorsqu'on parle de requêtes, on doit les exprimer sous forme de questions. Donc, donnons quelques exemples. Donc, regardez cette base de données. Je peux par exemple poser la question: quels sont les livres écrits par Frédéric Deléchon? Donc ça, c'est une requête, c'est un exemple d'une requête. Je peux aussi poser la question: qui a écrit le livre Java et Eclipse? Donc pour répondre à cette question, je regarde l'auteur 2. L'auteur 2, il est là, donc son nom, c'est Frédéric Deléchon. Donc je peux poser une autre question: quels sont les auteurs de nationalité française? Donc là, j'aurai tous les auteurs qui ont la valeur française à la dernière colonne. Donc ça, tout ça, c'est des exemples de requêtes. Donc faites attention, requête, c'est toujours des questions qu'on pose à la base de données. On ne va pas mettre à jour la base de données. Et dernière question, donnez 5 exemples de mise à jour de la base de données. Donc là, c'est des modifications qu'on doit faire. Donc revenons à la figure 2. Donc les mises à jour, comme tout à l'heure, par exemple, on peut dire Vincent Granet a changé de nationalité, il est devenu canadien. Donc on doit mettre à jour cette valeur-là. Donc mettre la valeur canadienne au lieu de belge sur la colonne nationalité du tuple 1.
Donc on peut faire d'autres mises à jour, par exemple, l'auteur Frédéric Delechamps a changé de nom, ou bien le livre Java et NetBeans a changé d'ISBN. Donc tout ça, c'est des mises à jour ou des changements qu'on opère sur notre base de données. Donc voilà pour la solution de la série d'exercices numéro 1. Donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.